J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me gonfle, ok ? J'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se reprenne. Cette semaine, dans Du Biscuit, on va parler du clémy dans les différentes régions. Bonjour Martin. Salut Rémi. Mais avant ça, la séquence de la semaine nous entraîne en Russie en 2006. Oui, plus précisément le 7 octobre, la journaliste d'investigation Anna Politkovskaya, opposée au régime de Vladimir Poutine, est assassinée. L'occasion pour nous de revenir sur un classement annuel, le classement de la liberté de la presse et sur le fonctionnement de l'organisation Reporters sans frontières. Notre invité cette semaine est coordinateur du clémy en Auvergne. Jean-Emmanuel Dumoulin nous expliquera comment l'EMI est utilisé dans l'éducation nationale et comment les jeunes s'informent. Enfin, nous écouterons le témoignage de Vincent Ruy, formateur et médiateur de l'atelier Canopée 69. L'assassinat d'une journaliste russe connue pour ses prises de position contre le régime de Vladimir Poutine, une femme engagée, symbole de la liberté d'expression dans un pays où la presse a bien du mal à s'exprimer. Anna Politkovskaya dénonçait violemment la guerre en Tchétchénie. Ses articles et ses livres avaient trouvé un écho au-delà des frontières. Une journaliste encombrante qui a été retrouvée criblée de balles en bas de chez elle à Moscou. Anne Pancinet, Xavier Luzet. Anna Politkovskaya a couvert des terrains dangereux, mais c'est dans l'ascenseur de son immeuble qu'elle est morte, à Moscou, assassinée. Apparemment, il n'y a plus d'endroit sûr pour une journaliste comme elle en Russie. Anna Politkovskaya était une des rares parmi ses collègues à continuer de couvrir la Tchétchénie sur le terrain. Dans cet extrait d'un JT de France 2 présenté par Béatrice Schoenberg, on l'a entendu, Anna Politkovskaya a payé très cher son métier de journaliste. Oui, parce qu'il y a encore, faut pas l'oublier, Rémi, certains pays dans lesquels on a du mal à exercer cette profession. Et dans d'autres pays, on est même soumis aux menaces, aux exactions et parfois aux exécutions et aux meurtres. Anna Politkovskaya, elle a 48 ans quand elle est assassinée. C'est une journaliste d'investigation de presse écrite et elle a travaillé régulièrement sur le dossier tchétchène, un dossier qui est très compliqué en Russie et surtout verrouillé par le pouvoir, très peu d'informations. Elle va quand même aller sur le terrain, elle va avoir un rôle lors de la prise d'otages d'enfants dans le théâtre de Beslan. Elle est devenue une actrice incontournable du dossier tchétchène. On écoute sa voix, on lit ses livres qui sont publiés en France et en Europe, mais elle sera assassinée. Elle avait déjà subi une tentative d'empoisonnement dans un avion et là, elle sera assassinée. C'est l'occasion pour nous, lorsqu'on parle d'éducation aux médias à l'information, de parler de la difficulté à exercer son métier et aussi de parler d'une organisation qui s'appelle Reporters sans frontières. Qui publie assez régulièrement le classement mondial de la liberté de la presse, même tous les ans. Exactement, un classement annuel. Est-ce que tu sais, Rémi, à peu près à quelle place la France se situe chaque année ? Alors je dirais 30. Ah oui, parce que tu as peut-être déjà vu, mais effectivement, aux alentours de la 30e place, c'est pas très bon comme score. Ça s'explique, ils ont tout un processus qu'ils vont vous expliquer sur le site de rsf.org. Vous allez pouvoir comprendre leur méthode de calcul. La France est mal classée dans ce classement annuel puisqu'elle subit toujours les suites de l'attentat contre Charlie Hebdo. On a assassiné des journalistes en France, chose extrêmement rare, mais il y a bien d'autres raisons pour lesquelles elle est mal classée dans ce classement. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est la trop grande concentration des médias, des grands groupes, souvent aux mains de grands propriétaires, de grands patrons de l'industrie ou des télécoms maintenant, de plus en plus. Eh bien, ces grands groupes possèdent trop de titres de presse, trop de radio, trop de télé, une trop grande concentration qui nuit au travail des journalistes. Il y a aussi d'autres choses qui expliquent ce mauvais classement. La difficulté à traiter la question sociale, notamment lors des manifestations, avec des crachats, des insultes, de la part parfois des manifestants et bien évidemment des violences policières puisque très régulièrement et de plus en plus, les journalistes sont directement visés par des tirs de LBD, par les gaz lacrymogènes. On leur confisque leur matériel, leur casque, leur masque, tout simplement parce qu'ils doivent se protéger pour faire leur métier, mais ça tombe aussi sous le coup de la loi, ces nouvelles lois qui permettent d'arrêter, d'appréhender des gens qui ont juste des masques de protection, et les journalistes en fait sont empêchés largement de faire leur travail en France. Autre point qui a permis à la France d'être mal classée, c'est aussi la convocation régulière de journalistes, notamment devant les membres de services secrets. Je pense particulièrement à cette enquête sur la livraison d'armes françaises à destination de l'Arabie Saoudite et qui sont
dans le conflit au Yémen assez important. Et alors concrètement, on demande quoi à ces journalistes? Ils sont convoqués. Qu'est-ce qu'on leur demande? On va leur demander la plupart du temps leurs sources. D'où tenez-vous ces informations? Est-ce que vous pouvez nous révéler? Parce que la police cherche à savoir d'où vient la fuite. La plupart du temps, les sources, elles sont déjà en interne à la police. Dans tous ces dossiers très compliqués, il faut passer beaucoup de temps d'enquête pour un journaliste pour pouvoir voir aboutir ce travail. Mais lorsqu'on parle de livraison d'armes, eh bien, la plupart du temps, ce sont quasiment des lanceurs d'alerte qui viennent voir le journaliste, qui le contactent par des moyens cryptés la plupart du temps, ou anonymes, pour dire « je peux vous donner les preuves ». Mais bien évidemment, la contrepartie, c'est que le journaliste doit garder ses sources secrètes. Ça, c'est un pilier de notre profession. Et les policiers viennent pour essayer de trouver ces sources, sachant que les journalistes sont opposés à livrer leurs sources. Donc ce sont des interrogatoires, mais la plupart du temps stériles. Martin, RSF publie également le baromètre des violations de la liberté de la presse. Oui, et si on utilise ces deux outils, le classement mondial de la liberté de la presse, un classement qui est toujours dominé par les pays du Nord, de la Scandinavie, la Norvège, etc., et le baromètre des violations de la liberté de la presse, là, ça permet de recenser les journalistes tués, les journalistes emprisonnés, les collaborateurs de presse tués ou emprisonnés. Et malheureusement, c'est un décompte qui va, au fur et à mesure de l'année, prendre de plus en plus d'importance. En 2006, lors de l'assassinat d'Anna Politkovskaya, 85 journalistes ont été tués dans le monde. Anna Politkovskaya est une journaliste très connue. On se rappelle d'elle, on se rappelle de ses livres et de son travail, mais je voulais mettre en avant un journaliste moins connu qui a été tué lors de cette année 2006, un journaliste français, Grégoire de Bourg. J'en avais jamais entendu parler, j'ai vu ce nom apparaître lors de ses recherches. Il a été tué à 24 ans au Kazakhstan, là où il travaillait depuis plusieurs mois pour du Publi-Reportage. Il y a des personnes qui ont été arrêtées, qui ont été condamnées, mais on ne sait toujours pas très bien la vérité, si il a été tué à cause de son métier ou s'il a été tué tout simplement pour un crime crapuleux. On lui a volé plusieurs milliers d'euros et son ordinateur. C'est pas très clair comment ça s'est passé, mais c'était surtout, et RSF est là aussi pour ça, pour rendre hommage à ces journalistes, qu'ils soient des stars dans leur pays ou à l'étranger, ou qu'ils soient des jeunes qui débutent comme Grégoire de Bourg. Cette semaine, Dubiscuit rencontre Jean-Emmanuel Dumoulin, professeur d'histoire-géographie en Auvergne. Il est également coordinateur du Clémy. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que le Clémy? C'est le centre de l'éducation aux médias et à l'information de l'éducation nationale. À côté de Canopée, c'est le Clémy qui va s'occuper d'organiser dans les académies en région les différentes activités liées à l'éducation aux médias et à l'information. Et pour commencer cet entretien, Jean-Emmanuel Dumoulin nous parle de son rôle dans l'académie. Alors, un coordinateur Clémy, c'est d'abord une interface entre le Clémy national et l'académie, les services académiques. C'est quelqu'un aussi qui va initier plein d'actions dans l'académie et coordonner tout ce qui peut se faire entre les médias, les classes, les associations, pour promouvoir l'éducation aux médias et à l'information auprès des élèves en particulier, mais aussi, on peut le dire, auprès des enseignants et des personnels de l'éducation nationale. Alors, si vous souhaitez connaître votre référent Clémy en région, c'est très simple, vous retrouverez ses coordonnées sur le site national du Clémy, sachant qu'à chaque fois, le Clémy a un site dans votre académie et ce sera vraiment votre site de référence. Avec Jean-Emmanuel Dumoulin, vous avez également évoqué les différentes personnes qui peuvent utiliser l'EMI dans l'éducation nationale. Déjà, il va y avoir un rôle fondamental des professeurs documentalistes, dont c'est le cœur de métier, qui vont impulser des actions dans les établissements, qui vont inviter les collègues à participer. Ça, c'est le premier point. Ils ont vraiment tous ces professeurs documentalistes ont un rôle essentiel à jouer dans les établissements pour l'éducation aux médias et à l'information. Ensuite, toutes les disciplines sont impactées par l'éducation aux médias et à l'information. Déjà, du point de vue des programmes, c'est-à-dire que si on prend les programmes déjà du collège, dans le bulletin officiel, on a une partie qui est entièrement consacrée à l'EMI. Et les premières lignes rappellent que tous les enseignements doivent concourir à l'éducation aux médias et à l'information. De l'EPS aux lettres, en passant par l'histoire, les arts plastiques, la musique. Tous sont concernés. C'est la première chose. Pourquoi tous sont concernés? Pour deux raisons. Parce que la société de l'information et de la communication va impacter ces disciplines, déjà dans la façon de les enseigner aujourd'hui avec le développement du numérique, mais aussi parce que cette société de l'information et
et de la communication va changer le regard sur ces disciplines, les représentations qu'on peut avoir sur leur contenu, sur leur méthode, sur leur sens même. En particulier, c'est particulièrement vrai dans le domaine scientifique. Deuxième chose, parce que toutes les disciplines concourent au développement de l'esprit critique chez les élèves. Du coup, ce que les profs enseignent dans leur discipline, dans leur spécialité, va pouvoir, et c'est l'enjeu en fait, être réinvesti par les élèves, en tout cas c'est l'idéal à atteindre, réinvesti par les élèves pour comprendre ce monde des médias. Voilà. Comprendre le monde des médias, pratiquer, développer l'esprit critique, l'EMI peut donc être utilisé par tous. C'est ce qu'on nomme un enseignement transversal, mais ce n'est pas une discipline à part entière, ce qui peut poser quelques petits problèmes aux enseignants. Je crois qu'il faut partir des programmes. En fait, la difficulté pour les enseignants, c'est de se dire « Ah bah tiens, il y a encore un truc qui nous tombe dessus, en plus de l'éducation au développement durable, en plus de l'histoire des arts, en plus de l'éducation à la santé, il y a en plus le MI ». Non, en fait, le MI, pour arriver à... Enfin, il faut, c'est facile de dire il faut, mais dans nos programmes, dans la façon de travailler nos disciplines, c'est assez simple de l'intégrer très souvent. Alors, je pense à l'histoire, bien sûr, hein, tous les documents qu'on étudie, on va utiliser des sources, des journaux, on va utiliser des films, etc. En EMC, on peut utiliser les réseaux sociaux aussi comme base de travail. En lettres, ils ont toute une partie du programme qui est consacrée au monde de la presse. En mathématiques, ça peut paraître plus compliqué, mais en réalité, toutes les questions autour des algorithmes, et ben là, on va faire de la véritable éducation média. De même, comment sont traitées les statistiques dans les médias, etc. Donc tout est impacté sur la musique. On pourrait dire aujourd'hui comment consomme-t-on de la musique ? Ça a complètement évolué. Aujourd'hui, vous n'avez plus un élève qui va acheter tous les mois un album, etc. Ça va être des podcasts, ça va être sur YouTube, etc. Voilà, toutes ces questions, les questions de droit aussi, droit à l'image, droit d'auteur. Bref, tout le monde est concerné. Il y a un champ énorme à enseigner aux élèves. On l'a bien compris avec Jean-Emmanuel Dumoulin, tous les enseignants peuvent utiliser l'éducation aux médias et à l'information dans leur discipline, en faire cet enseignement transversal. On n'a pas beaucoup parlé des valeurs républicaines de l'école. Effectivement, beaucoup de demandes autour de l'éducation aux médias et à l'information veulent parler de ces valeurs républicaines. Vous savez, hein, la Marseillaise, le drapeau français, la devise liberté, égalité, fraternité. On a parfois quelques difficultés, nous, journalistes intervenants, à vraiment s'intégrer dans ce genre de demande parce que ça devient trop précis et c'est peut-être vraiment institutionnel. En tout cas, Jean-Emmanuel Dumoulin, pour terminer, nous parle des motivations des enseignants pour l'éducation aux médias et à l'information. Les enseignants considèrent que l'éducation aux médias et à l'information est particulièrement importante. L'année dernière, on a pu faire une enquête auprès de ces derniers. Et pour eux, la première chose qui revient, ce qui est essentiel pour eux, c'est de former les élèves à l'esprit critique. C'est vraiment la première chose qui est ressortie de cette enquête de terrain. Donc ensuite, effectivement, on a des gens qui veulent se former sur c'est quoi une fake news, comment fonctionne le complotisme, mais on a de plus en plus aussi de gens qui nous demandent de mettre en place des choses qui vont permettre aux élèves de pratiquer les médias pour apprendre justement à voir comment ils fonctionnent et déconstruire ces modes de fonctionnement. C'est pour ça que se développe beaucoup de web radio en particulier et il y a énormément de journaux scolaires, que ce soit papier ou numérique, qui permettent aux élèves de pratiquer le monde des médias et donc de découvrir le fonctionnement, de découvrir la liberté d'expression, les différentes opinions, comment s'exprimer, dans quel cadre, etc. Comme vient de nous l'expliquer Jean-Emmanuel Dumoulin, les enseignants sont motivés, ils veulent se former, ils ont besoin de formation, notamment en web radio, ce que propose Canopé. Un exemple avec Vincent Ruy, formateur et médiateur de l'atelier Canopé 69. Formation individuelle d'abord, chaque enseignant a le loisir de s'inscrire dans des formations individuelles, et puis formation locale à la demande d'un établissement ou d'un groupe d'établissements qui ont un projet. Nous avons la semaine dernière animé une formation web radio qui s'adressait à un collège qui est engagé dans un projet européen avec 3 autres collèges d'Europe, d'Italie, d'Espagne et de Roumanie, et qui vont fabriquer une web radio par exemple. Il est vrai que la web radio a le vent en poupe. C'est assez pratique de produire de la web radio et ça nécessite beaucoup d'attention et de concentration de la part des auditeurs. Donc il faut être concis et efficace. C'est un très bon exercice. Et nous aurons l'occasion de revenir sur le monde des radios associatives
des radios qui font beaucoup pour l'éducation aux médias et à l'information. Oui, c'est vraiment un acteur essentiel. 650 radios associatives en France. Tout le monde peut proposer des ateliers, des rencontres, des débats, des visites. Et c'est vraiment intéressant parce que ça maille tout le territoire français. Et je suis sûr que vous aussi, si vous avez envie de faire de la web radio, de chercher des partenaires, regardez près de chez vous la petite radio locale du coin. Ça peut les intéresser. Merci Martin, c'est tout pour cet épisode du Biscuit. On vous rappelle, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur le site lechantier.radio. Quant à nous, Martin, on se retrouve très vite. Et la semaine prochaine, on en aura plein du Biscuit pour vous. Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.